Donc on est sur la centrale nucléaire de Kruas-Maes. Elle est donc juste au nord de l'aérodrome. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est qu'elle est l'aérodrome est normalement inclus dans la zone interdite de cette centrale, et donc sur les cartes, ils ont modifié la forme de la zone interdite pour permettre aux gens de voler. Maintenant, on a quand même le souci de notre planète et de pouvoir passer l'aviation de loisirs sur une énergie électrique qui pourrait même être rechargée avec des panneaux photovoltaïques. Du coup, pour éviter de brûler du kérosène, du carburant fossile, du coup, c'est intéressant. David, je suis super confortable. Ça m'apparaît ergonomique. C'est très minimaliste, mais visiblement, il y a des boutons rouges. Veux-tu m'en parler? Oui, bien sûr. Du coup, notre eVTOL est basé déjà sur notre autogire gyro, donc d'où le confort au niveau de l'assise. Et au niveau des petits boutons, on utilise quand même la technologie drone. Donc, on peut retrouver ce qu'on connaît dans les drones classiques à plus petite échelle. Donc, tu peux retrouver... Ici, voilà, c'est Flight Mode. Flight Mode, ça va être la position pour pouvoir décoller, atterrir. Et puis ensuite, une position cruise qui va te permettre de te déplacer et où il y aura un pilotage simplifié, juste gauche-droite, et c'est tout. OK, parfait. Puis là, il y en a deux autres ici, là, Emergency Modes, un qui est Manual, Home, Manual. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, on est assisté avec de l'électronique comme sur un drone. Donc, on a des assistances au niveau des gyroscopes, au niveau des GPS. Et on peut partir du principe qu'à un moment, ces systèmes peuvent être défectueux. Donc, pour pallier à ça, on peut descendre les niveaux d'assistance. On peut déjà commencer en cas de problème GPS. On lève et on peut commencer à enlever déjà l'assistant GPS. Donc là, on se retrouve assisté avec un gyroscope sans GPS. Et puis, s'il y a toujours le problème, on peut encore descendre en assistance pour pallier à un défaut. Et le décollage, il se fait vraiment vertical et après... Voilà, on décolle à la verticale. C'est une procédure qui peut être manuelle ou automatisée. D'accord. Le but de cette machine est quand même de donner l'accès à l'aviation à des personnes qui n'ont pas forcément les compétences de pilote et qui veulent avoir une machine simple à utiliser. Puis on parle de quelle hauteur avant que ça parte en translation? Après, c'est une hauteur qui peut être choisie par nous-mêmes. Hein. On imagine à peu près 1,52 m. Ça te fait quoi de ne pas avoir de rotor en haut, mais sur le côté? C'est sûr, en effet, hein, j'ai déjà piloté des bimoteurs, je les appelais mes petits jumeaux, là. Mais là, il y en a 4. Ils viennent mais en réalité, il y en a 8. Faudrait les voir tourner pour que je puisse te répondre avec plus de détails, mais je trouve ça vraiment nerveux, je trouve ça a l'air agressif. Moi, ce que je comprends pas, c'est au moment où il décolle verticalement, d'accord, mais pour le faire avancer, est-ce qu'il y a une rotation comment est-ce qu'il se place? Il tourne plus en arrière, moins en avant pour le faire aller de l'avant, par exemple? De toute façon, le but de cette machine, c'est de la déplacer via le changement de vitesse de rotation des moteurs. Donc, si on veut monter, tous les moteurs vont accélérer, du coup on va monter. Si on veut descendre, tous les moteurs vont diminuer en régime pour descendre, et puis ça va être proportionnel à la vitesse souhaitée verticale. Pour se déplacer vers l'avant, tout simplement la machine va augmenter la puissance des moteurs à l'arrière par rapport à l'avant pour lui donner de l'angle vers l'avant, et puis du coup la machine va se mettre à translater. D'accord. Et ensuite, la partie la plus complexe, c'est la rotation sur l'axe du lacet, comme tu aurais avec les palonniers sur un avion ou un 3 axes. Donc, on est parti sur une machine en coaxial, donc ça veut dire qu'on a plusieurs bras avec 2 moteurs sur chaque bras, tout simplement déjà pour un problème d'encombrement. On a besoin quand même d'une certaine quantité de moteurs pour nous faire voler la machine, il y a quand même du poids. Donc, si on devait répartir ces moteurs sur tout le tour de la machine, on aurait une machine très grande. Donc, pour réduire l'encombrement de la machine, on diminue par 2 le nombre de bras et on les met l'un sur l'autre. Donc, la machine, on génère une petite perte au niveau du rendement entre le moteur du haut et le moteur du bas, qui est calculé dans le calcul de la puissance des moteurs. Et ça nous permet du coup d'avoir une machine plus compacte. Puis là, ils vont tourner à l'envers. Voilà, donc sur chaque bras, on a un moteur qui tourne dans le sens horaire et un moteur qui tourne dans le sens anti-horaire. Et c'est donc cette variation de sens de rotation qui va nous permettre d'avoir le fameux lacet qui sera dirigé
par le manche du pilote. Puis une certaine stabilité en même temps. Voilà. Et tu sais, quand on compare par exemple le gyro, le pendulaire avec un moteur, mettons Rotax 100 HP, ça équivaut à quoi la puissance? Là, il y en a 8 là. Est-ce que ça se calcule ça aussi? On peut. Alors, on a une puissance donnée maximum par moteur qui est d'environ, alors, à peu près à 28 kW par moteur. 28 par moteur. Par moteur. D'accord. Et je pense que j'ai entendu dire ça peut lever, un moteur peut presque lever presque 100 kg. Voilà, donc même un peu plus. Hein, sur ces moteurs-là, en fait, à 100% de gaz, on est à plus de 100 kg par moteur. C'est énorme. C'est ce qu'il faut. D'accord. Hey, quand ça a parti les moteurs, là, c'était pas si bruyant que ça. On aurait pensé peut-être, là, en tout cas, l'hélico, quand je le pars, je sais que je viens de partir un moteur. Là, c'était... Ben, ça faisait futuriste, là. C'était carrément... Mais regarde, c'est sûr qu'en plus, on n'avait pas de headset. Et moi, ce que j'imagine, c'est que quand c'est à pleine puissance, ça fait un bruit plus fin. J'ai l'impression qu'on serait capable d'avoir une conversation quand même, là. Même si oui, même tout à si fait, on vole. tout à fait. Puis on sent une puissance électrique. Puis franchement, ce qui est intéressant, c'est la vue à l'intérieur. Et ça, tu sais, quand tu es dans un aéronef, tu es quand même limité par rapport à la vue. Mais ça, tu vois partout, tu as beaucoup d'espace à l'intérieur. En effet, on peut bouger les coudes. On est toujours donc en phase de recherche et développement, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc vise mi-2026 pour les premières commercialisations, donc on est encore dans les temps.